de lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad. Pour le commandant de la DJSAT, général de brigade Abdraman Youssouf Meri, ce dont arrive à point nommé. Selon le commandant en chef des éléments français au Gabon, le Tchad peut compter sur son pays en matière de lutte contre le terrorisme. Cette cérémonie marque une étape supplémentaire pour permettre au final au bataillon forêt de la DGSAT d'être en mesure de bénéficier d'une réelle supériorité face à l'ennemi. Le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, a laissé entendre que ce don est l'expression de l'excellente relation de coopération entre les deux pays. Le Tchad a toujours bénéficié du partenaire français une assistance technique. Ces matériels viennent s'ajouter à la liste de nombreux lots des équipements mis à la disposition de cette unité antiterroriste par les éléments français au Gabon. En bref, en image, cette action a salué. La France a aussi cédé le matériel de déminage à la Direction générale du génie militaire du Tchad. Il s'agit de matériel composé de détecteurs à métaux compacts, un don pour permettre aux unités de combat du génie de déminer les engins explosifs sur l'étendue du territoire national, selon le représentant de l'ambassade de France au Tchad, par ailleurs attaché de défense, le colonel Christian Piot. Cette concession de matériel est un appui technique de la France à l'armée tchadienne pour faire face à toutes les menaces. Le directeur général du génie militaire, le général Gerdi Abakaradam, a présenté ses gratitudes à la France pour son soutien multiforme et particulièrement au génie militaire. L'exécutif municipal de la ville de N'Djamena s'est réuni ce 24 janvier 2023 en session ordinaire, session présidée par la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodjana. La rencontre vise à terme l'adoption du budget pour l'exercice 2023. Varelach. L'hôtel de ville de N'Djamena, ce 24 janvier 2023, la journée est consacrée à la validation du budget primitif de l'année en cours. Plus de 15 milliards de francs CFA, c'est la somme allouée en recettes et en dépenses pour permettre à la commune de la ville de N'Djamena de réaliser son plan d'action axé sur l'hygiène, l'assainissement, l'éclairage public et la gestion des eaux pluviales et fluviales. Conscient des ambitions de nos concitoyens, l'exécutif a revu les priorités en vue de satisfaire les besoins de nos populations. À cet effet, nous avons placé notre mandat sous le thème « Servir et non se servir ». La déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de la ville de N'Djamena exhorte les nouvelles autorités à être à la hauteur de cette mission. Le nouvel exécutif doit se mettre vraiment au travail pour redonner la confiance à nos concitoyens. Cette session ordinaire connaît une augmentation comparativement à celle de l'année écoulée. Dans l'actualité ce soir, sachez également que le ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial commémore la Journée internationale du sport féminin. Les manifestations commémoratives ont été marquées par une conférence-débat axée sur l'apport du sport dans l'épanouissement de la femme. Innocent Kilayo. La pratique du sport n'est pas seulement réservée aux hommes. C'est pour amener les femmes à pratiquer davantage les activités sportives que le ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial commémore pour la première fois la Journée internationale du sport féminin. Cet événement a pour objectif de lutter contre les stéréotypes, de renforcer la présence des femmes dans les instances d'urgence et améliorer leur statut. Pour tenir ces paris, le comité d'organisation a prévu des activités durant toute la journée. Il s'agit d'abord d'une conférence débat sur l'apport du sport dans l'épanouissement de la femme. Pour animer cette conférence débat, un panel composé d'anciennes sportives et de cadres du ministère en charge des sports a été mis en place. Dans l'après-midi, il est prévu une animation sportive. Dans le Logone occidental, à Moundou précisément, le gouverneur Ibrahim Ibn Oumar Mamad Saleh a visité les usines à l'unité industrielle de la Coton-Tchad Société Nouvelle. On en sait plus avec Abakar Betel.
Accueilli à l'entrée de l'usine Moundou 2 par le directeur général de la Coton Tchad Société Nouvelle, Jackie Rivière, le gouverneur de la province du Logone occidental, Ibrahim Ibn Omar Mahamad Saleh, est allé voir de près cette unité industrielle considérée comme le plus grand employeur du pays après la fonction publique. Cette unité, elle emploie 330 personnes pendant la campagne, donc ce sont des emplois qui sont très qualifiés. L'huilerie qui démarre sa saison avec une capacité de 17 millions de litres d'huile et 40 millions de tonnes de tourteaux par an est présenté par son directeur Sougui Alanga comme un modèle aux normes internationales. Rien ne sort qui va nuire les poissons du fleuve Logone de l'huilerie. Après sa visite, le gouverneur Ibrahim Ibn Omar Mahamad Saleh se dit très satisfait. Pour nous, c'est un fleuron industriel et puis ça fait partie de notre fierté nationale. La Coton Tchad permet vraiment de développer des économies productrices et en même temps de lutter efficacement contre la pauvreté. Outre la production de l'huile raffinée, l'huilerie fabrique en son sein les accessoires, entre autres des emballages et des étiquettes. Le gouverneur de Sila, Ismaël Yamouda Djorbo, a effectué une descente dans le département de Koukou-Angarana. Reportage Ben Arabi Abderrazak. Fidèle à ses habitudes, la population de Koukou-Angarana et les localités environnantes ont réservé un accueil chaleureux au gouverneur et sa délégation. Sitôt arrivé, le gouverneur Ismaël Yamouda Djorbo a présidé une rencontre avec les forces de défense et de sécurité stationnées dans la zone. Au menu, la sécurisation des personnes et de leurs biens, les efforts à déployer pour pacifier davantage la zone tout en renforçant les initiatives qui vont dans le sens de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés, veut faire aux plus hautes autorités de la transition. Les chefs traditionnels, les représentants des jeunes et autres corporations ont été également reçus par le gouverneur de la province de Sila. Ismaël Yamouda Djorbo les a félicités et encouragés à aller toujours de l'avant. Ceux-ci ont saisi l'opportunité pour présenter des doléances qui se résument autour de l'enclavement de la circonscription, le manque d'eau potable, l'insuffisance du personnel soignant. Enfin, le premier magistrat de la province a reçu les responsables des Médecins sans frontières Hollande, très actifs ces derniers temps dans le jeune département. Les échanges ont porté sur les réalisations et les projets de l'institution et surtout l'instauration d'un dispositif de communication profitable à tous les partenaires humanitaires intervenant dans la province de Sila. Le préfet de Haraz, Albiar Djibrine Suleiman Nouren, a donné le coup d'envoi du projet Pamelo qui aide les communes et les jeunes porteurs de projets. On en sait plus avec Bacharia Issahanga. La propriété donne une image idyllique à une ville. Pour que ces souhaits se réalisent, le préfet de Haraz Albiar, Djibrine Suleiman Nouren, a donné le coup d'envoi. Très actif, le maire de la ville de Massaguet, Mustafa Ali Abakar, et le chef d'équipe du Pamelo, El Gassem Kessaïsia, ont suivi l'exemple du préfet. Mobiliser la population de Massaguet, surtout les 45 jeunes porteurs de projets choisis par Pamelo, n'était pas du reste. À travers le GIZ et GOPA, ces 45 jeunes travailleront dans le domaine de la salubrité, les activités culturelles, l'aménagement des riz et la construction des dépotoirs. Le maire de la ville de Massaguet a confirmé que tous les matériels seront mis à leur disposition. Il demande par ailleurs à Pamelo la construction d'une salle multimédia. Le chef d'équipe de Pamelo a précisé que l'objectif de son institution est d'aider les communes, contribuer à la prévention des conflits et soutenir les jeunes à s'éloigner de l'extrémisme violent. Le préfet appelle la population d'utiliser uniquement les dépotoirs qui seront installés. En politique, dans le cadre de la vulgarisation des résolutions et recommandations du DENIS, la mission du Bureau politique national du MPS, conduite par la secrétaire générale 3e adjointe chargée des organes de Massa Massenia, a eu à former des militants du parti sur les techniques de vulgarisation des conclusions du dialogue national inclusif et souverain. La Chak Bepaba me désiré. Ce séminaire de formation des formateurs vise à donner aux participants les outils nécessaires pour appréhender et vulgariser les grandes décisions
prise à l'issue du dialogue national inclusif et souverain d'octobre 2022. Les militants de base vont partager ces connaissances avec les autres. Outre la compréhension de ces résolutions et recommandations de ce grand forum de la refondation du Tchad, le contenu du cahier de charges de transition doit être également expliqué aux militants. En organisant la tenue d'un tel atelier à Massénia, le parti par ma voix envoie un son de cloche fort de sensibilisation spécifique et de proximité sur les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Le but recherché est de mettre la lumière sur les sujets adoptés pendant le Denis. La chef de mission Amsadine Maïde Hangata exhorte les militants à se mobiliser davantage pour affronter les futures échéances. Car au MPS, la nonchalance, la paresse n'ont pas droit de citer. Elle n'a pas manqué aussi d'appeler ses camarades à la détermination, à la solidarité pour le triomphe de ce grand parti rassembleur. Elle promet également de revenir sur ses pas pour apprécier l'engagement des militants de sa base. À Koumra, dans le Mandoul, c'est le chef de mission Neldita Djimtibaye Lapia qui a clos les séances de vulgarisation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Ditengue Félix. Expliquer clairement les 8 thématiques issues des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif souverain aux membres des différents organes de base du mouvement patriotique du salut de la circonscription départementale de Mando oriental, les actions phares contenues dans le cahier de charges du gouvernement de transition, les enjeux et défis majeurs ainsi que les questions essentielles telles que la forme de l'État, le référendum constitutionnel et des préparations des futures élections sont amplement expliquées par le conseiller national de transition Noubadom Tamji et le membre du bureau politique national du MPS pour le compte du Mando oriental, Neljita Djimtibaye Lapia. À la clôture de cette séance de vulgarisation du document synthèse du dialogue national inclusif et souverain, les participants ont formulé des motions de remerciement et de soutien au président de transition Mahamat Idriss Déby Itno, au président du Conseil national de transition Dr Haroun Kabadi et au secrétaire général deuxième adjoint du MPS Jean-Bernard Pataré pour leur dynamisme patriotique. Le chef de mission Neljita Djimtibaye Lapia et le secrétaire général provincial MPS du Mandoul Djinaïbaye Miangarko ont exhorté les militants du MPS à plus de sagesse et de détermination pour la victoire aux futures élections. À Amtiman, dans le Salamat, le secrétaire général du Conseil provincial du MPS a présidé les travaux de l'atelier de vulgarisation des conclusions du dialogue national inclusif et souverain. Mahamat Abdelbanat. Le secrétaire général du Conseil provincial du MPS du Salamat, Suleiman Issakha Abdoulaye, a vivement remercié les militantes et militants du MPS et des partis alliés qui sont venus pour prendre part à cet atelier qui a pour objectif principal de vulgariser les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Suleiman Issakha Abdoulaye exhorte les participants à l'atelier à s'engager davantage pour relier les messages aux organes. Aperçu général sur la transition pré- et post-Denis est le thème présenté par Suleiman Issakha Abdoulaye. Au cours de son exposé, il a présenté les missions des institutions post-Denis qui seront chargées d'organiser les échéances électorales à l'issue desquelles un référendum déterminera la forme de l'État ainsi que la mise en place effective de toutes les institutions républicaine. Mamad Ahmad Adoum est le deuxième intervenant à exposer le thème résolution et recommandations du Denis. Au cours de sa présentation, il s'est appesanti sur la 5e thématique du dialogue national inclusif et souverain qui est celle des questions sociétales. Tout à fait autre chose à présent, cet atelier de prévalidation des axes de transhumance de la zone d'intervention du programme d'appui à l'intégration régionale et à l'investissement en Afrique centrale, dont la validation aura lieu en février prochain à Douala, au Cameroun. Remadji Orion-Odette. Cette réunion de prévalidation des axes de transhumance de la zone et d'intervention du programme d'appui à l'intégration régionale et à l'investissement en Afrique centrale, PAIRIAC, regroupe les principaux acteurs du pastoralisme venu du Tchad profond.
Ils sont appelés à rassembler les éléments factuels et à harmoniser les axes de transhumance prioritaires de la zone de mise en œuvre du dit projet. Le programme d'appui à l'intégration régionale et à l'investissement en Afrique centrale, en abrégé PARIAC, vise à sécuriser la transhumance et la mobilité pastorale. Pour l'intérimaire du représentant de FAO, les contraintes d'alimentation et d'abreuvement du bétail poussent les transhumants dans des zones plus approvisionnées en ressources fourragères et hydrauliques, souvent source de conflits. Cependant, ce déplacement renferme également des avantages. Il est utile de souligner qu'elle favorise aussi des brassages culturels et des échanges de biens qui sont profitables à toutes les parties. Un atelier de validation des axes de transhumance transfrontaliers aura lieu à Douala au Cameroun le mois prochain. Il regroupera le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad. À Faya, dans le Borkou, l'ONG Action pour le développement et la bienfaisance vole au secours des victimes de l'incendie de la Palmeraie et des habitations, un don constitué des vivres et non-vivres. Abdallah Djemili. Suite à un incendie d'origine inconnue qui a ravagé plusieurs jardins de Palmeraie et des habitations de Dozanga dans la commune de Faya-Largeau en septembre dernier, appuyé par le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, l'ONG Action pour le développement du Borkou ADB vole au secours des victimes de l'incendie de Palmeraie de Dozanga. Le vice-président de l'ONG ADB, Bilal Mamadiaya, a remis officiellement aux représentants du chef de canton d'Oza, Koché un don de vivres et non-vivres composé du riz, des bidons d'huile, du sucre, des couvertures et des bâches. Les représentants du chef de canton d'Oza a remercié les plus hautes autorités du pays, le ministère de la Santé publique et l'ONG ADB pour avoir soulagé les victimes de sa communauté. Le vice-président de l'ONG ADB, Bilal Yaya Mamad. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, le président de transition, qui a donné des orientations pour que les sinistrés du Borkou seront assistés. Et exhorte l'équipe en charge de distribution d'en faire bon usage de ces dons. La communauté Kouka a organisé au quartier d'Iguel en Gabo dans le 8e arrondissement une cérémonie de réjouissance. C'est à l'occasion de la nomination de Alamine Ali Suleiman comme chef de canton de la communauté. Guillaume Bengueri. C'est un climat inhabituel qui a prévalu au domicile du nouveau chef de canton de la communauté Kouka, Alamine Ali Suleiman. Parents, amis et connaissances se sont donné rendez-vous pour exprimer leur joie à l'occasion de la nomination d'un de leurs comme chef de canton de leur localité. Pour le président du comité d'organisation de cette cérémonie de réjouissance, Amir Suleiman Aguid, cette forte mobilisation démontre sans nul doute que le peuple Kouka est uni et parle d'une même et seule voix. Tout en remerciant les membres de sa communauté pour cette sortie massive, le chef de canton de Darkouka a exprimé toutes ses gratitudes au président de transition, Général Mamad Idriss Déby Itno, qui accorde une attention particulière à la chefferie traditionnelle et surtout pour la confiance placée en sa modeste personne. La première autorité traditionnelle de la communauté Kouka appelle dès cet instant les autres à véhiculer le message de la paix, du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique dans tous les villages pour accompagner les actions du gouvernement de transition. L'Office national pour la promotion de l'emploi a organisé une cérémonie de remise des chèques aux promoteurs de l'emploi dans le cadre du programme Auto-emploi. C'est le directeur de l'ONAPE, Sadiq Ibrahim Diko, qui a présidé la cérémonie. Ibrahim Abdoulaye Wardougou, reportage. Dans sa politique de lutte contre le chômage et favoriser la réinsertion des jeunes dans la vie active, le gouvernement tchadien, à travers l'Office national pour la promotion de l'emploi, octroie des crédits aux jeunes afin de leur permettre d'entreprendre et réaliser leurs projets et créer de l'emploi. C'est pourquoi l'ONAPE, à travers son programme Auto-emploi, a débloqué 104 millions de francs CFA au profit de 56 jeunes. 20 nouveaux porteurs de projets reçoivent 41 millions de francs CFA et 36 anciens encaissent 63 800 000 francs CFA. Je profite pour lancer un vibrant appel aux diplômés sans emploi qui continuent d'attendre un emploi salarié de venir à l'ONAPE pour bénéficier gratuitement d'une formation en technique de montage et gestion de micro-entreprises afin de bénéficier d'un financement. Les bénéficiaires se sont relayés pour remercier l'ONAPE de l'opportunité qu'il leur offre en finançant leurs projets et invitent par la même occasion d'autres jeunes à opter pour l'entrepreneuriat.
Les véhicules à vitres fumées ou teintées inondent les rues de la capitale N'Djamena ces derniers temps. Distinction ou effet de mode? Nous avions posé cette question à quelques concitoyens. Réponse dans ce reportage de Moussa Mbouda Abdoulaye. Impossible d'identifier les personnes à bord de ces véhicules à vitres sombres. Ces voitures à vitres fumées ou teintées semblent être à la mode dans les circulations de la voie publique au mépris des textes en vigueur. Sur les axes principaux de la ville, chaque 5 minutes, les voitures à vitres sombres passent et repassent sous le regard impuissant des policiers. Ces phénomènes inquiètent les citoyens lambda. Ça crée même l'insécurité. Pourquoi je dis ça crée l'insécurité? Il se peut qu'une personne qui a une voiture teintée, il peut garder n'importe quoi dans son véhicule. On ne peut pas voir, ça c'est un. Deuxième chose, il peut facilement agresser et fuir. Tu ne peux pas connaître qui. À chaque fois, on nous dit que les vitres fumées sont interdites. À chaque fois, et ça revient, ça va et ça revient. Chaque fois, c'est comme ça. Ça ne finit pas. Si on nous dit de ne pas mettre les vitres fumées, il suffit d'enlever. Tu n'es pas une autorité où il faut laisser les vitres fumées. À chaque fois, on te parle, tu reviens dessus. Certains citoyens interrogés estiment que beaucoup d'usagers sont bien au parfum de la loi concernant l'interdiction des véhicules à vitres fumées. Ces derniers interpellent les agents de la sécurité à appliquer la loi de la République. Moi, je suis vraiment optimiste que dans l'avenir, les gens vont changer et la mentalité aussi vont changer, les gens vont changer. Et le gouvernement doit prendre des décisions. Il y a aussi les polices qui vont aussi prendre leur rôle de contrôler et sanctionner ceux qui ne respectent pas les lois. À un moment donné, ils ont commencé à même arrêter ces voitures. Et je crois qu'ils vont continuer sur cette foulée pour que ça soit tout doit respecter l'ordre. Tout le monde doit respecter la loi du pays. On pratique les règles qu'il instaure. Je crois que ça va de soi. Tout le monde va respecter ça. Je crois qu'il y a des règles pour ça et pour ça, c'est le gouvernement qui doit veiller sur le respect de ces règles-là. Toutefois, il ressort de notre constat que ces phénomènes de véhicules à vitres fumées sans autorisation prend de plus en plus d'ampleur. Ceci malgré les mesures d'interdiction des autorités en charge de la sécurité. Alors, il est de l'autorité publique que l'on s'interroge sur la persistance de ces phénomènes. Est-ce que les mesures prises sont insuffisantes ou bien l'application effective de ces mesures fait défaut? À bon entendeur, salut. L'Institut africain des sciences et des mathématiques, en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie et ENAC Labs, organise la Semaine africaine des sciences, édition 2023. Une semaine qui vise à encourager les élèves, les étudiants et les chercheurs à s'intéresser aux sciences, mais aussi à valoriser les connaissances scientifiques et technologiques du continent. Reportage. Amener les chercheurs, les étudiants et les élèves du continent à s'impliquer et s'intéresser davantage à la science et à la technologie. C'est l'objectif recherché par Next Extend Forum en initiant la Semaine africaine des sciences. La Semaine africaine des sciences est un événement annuel qui a pour but de promouvoir et de soutenir la communauté scientifique africaine et de mettre en valeur les efforts déployés pour accélérer le développement scientifique et technologique en Afrique. La Semaine africaine des sciences est aussi une opportunité pour les jeunes de bénéficier des connaissances scientifiques et technologiques. La Semaine africaine des sciences vise à stimuler la participation des jeunes à des événements scientifiques coordonnés à travers le continent. Au programme de la célébration de cette Semaine africaine des sciences, des expositions scientifiques, une conférence débat sur la méditation scientifique. En religion, l'Église évangélique du Tchad numéro 10 a organisé le 2e forum des technologies et leaders de l'EET, un forum qui a pour thème être théologien en Afrique contemporaine. Ibrahim Wardougou, reportage. Louanges et prières ont ponctué la cérémonie d'ouverture du 2e forum des théologiens et des leaders, initié par l'Église évangélique du Tchad, EET numéro 10 de Chagua. C'est un forum placé sous le thème « Être théologien en Afrique contemporaine ». Les fidèles de cette congrégation religieuse
auront au cours de ces assises à réfléchir sur la responsabilité des théologiens au niveau du continent africain. L'objectif est de faire des théologiens chrétiens capables de contribuer à la gestion de la société. La responsabilité des théologiens chrétiens dans le pays consiste à contribuer à la gestion de la société par ses recherches et la culture intellectuelle à la limite de leurs possibilités. L'Église évangélique du Tchad voudrait également amener les anciens à inculquer davantage des valeurs religieuses aux jeunes afin de relever le défi de l'ère. Je voudrais d'ores et déjà encourager, exhorter ces éminents orateurs à adapter et également à faire en sorte que le niveau de l'enseignement convienne à l'ensemble donc des participants. Vous êtes au service donc de Dieu et que vous devez vous laisser façonner par ce Dieu-là. Ouvrant les travaux, l'administrateur délégué auprès de la commune du 7e arrondissement, Kelo Anyim, a vivement salué l'initiative de l'EET numéro 10. Il invite les théologiens nouvellement formés à être des chrétiens utiles pour la société. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.